j'étais étudiant, je vous ai dit que j'étais paresseux, mais j'étais aussi maladif. C'est-à-dire que j'ai passé presque tous mes études dans la maladie. Quand je devais faire le bac, je suis tombé malade avant le bac. La maladie s'est arrêtée, j'ai fait le bac. Juste après le bac, j'ai été hospitalisé. Maintenant, président de la République. Supposons qu'on considère qu'en fait, c'est lui le patron de tous les ministres, le vrai patron de tous les ministres. Il y a combien de ministères au Cameroun? Bon, je ne sais pas combien de ministères il y a, mais il y a plus de 60 ministres. Bon, supposons même qu'il y ait juste 40 départements ministériels. Le chef de l'État doit faire fonctionner correctement chacun des 40 départements ministériels. Et ça ne finit pas là, parce qu'il y a des départements qui ne sont pas des ministères, mais qui sont tout aussi essentiels à la vie de l'État. On se comprend? On se comprend. Comment le chef de l'État s'en sort? Bon, je peux dire aussi qu'à l'époque, j'avais même fait un livre d'informatique au programme de 6e. Ça me rappelle toujours aussi quand même aller chercher un papier même sur les jeunes du lycée. Donc, pour dire que ce que nous avons fait avec Megasoft, juste aujourd'hui, ça il faut le dire, nous permet d'offrir des solutions dans le domaine des logiciels de gestion parmi les plus avancés, les plus économiques et les plus rapides à mettre à disposition. Les autres ont le reflet, c'est bien que quelqu'un ne fait pas bien, je le prends. Et je finis par dire, ce n'est bien fait que quand c'est moi qui fais. Donc c'est moi qui vais faire. C'est pour ça que beaucoup de gens qui ont le savoir-faire sont de très mauvais managers. Parce qu'ils n'arrivent pas à faire. Et du coup, ils sont des boulots d'étranglement. Il faut apprendre, développer, savoir faire. Parce que c'est depuis la Genèse que Dieu a dit tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. On a dit à la Bible que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Donc les gens qui choisissent d'être fainéants et disent que c'est au nom de la foi, c'est faux. Il faut se reposer sur Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres que tu ne maîtrises pas. Si tu veux aller seul, tu ne vas pas y arriver. C'est lui qui te donne la force et l'énergie. Mais après, fais ta part. Fais ce qui revient à toi de faire. Forme-toi. Moïse qui a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, il est dit dans la Bible qu'il a été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens. Je vous rappelle qu'il a été élevé à la cour de Pharaon. Donc quand quelqu'un a été élevé dans la cour du roi, et on dit dans toute la sagesse des Égyptiens, vous imaginez qu'il était bête? Est-ce que vous en avez même? Est-ce que vous avez un plat favori? Un mec? J'avoue que je ne saurais répondre à cette question. Moi-même, je me le suis pas posé. Vous n'avez pas un mec que vous pouvez manger tous les jours sans vous fatiguer? Non, dès que je commence à manger, comme les 3 jours là, je peux me fâcher. Je me dis, je travaille pourquoi? Si c'est pour manger la même chose tous les jours, il faut qu'on me donne autre chose à manger. Après, il faut savoir s'organiser. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, j'attends de Dieu, mais quand ils attendent de Dieu, ils doivent être dans la fainéantise. Non, Dieu ne nous a jamais demandé d'être fainéants. Je rappelle que le 4e commandement, du repos dont j'ai parlé tout à l'heure, voici ce que dit le commandement au début. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu travailleras combien de jours? 6 jours. Donc Dieu n'avait pas prévu qu'on travaille juste 5 jours sur cette terre. 6 jours. Donc quand quelqu'un vient vous dire que parce qu'il est croyant, il est fainéant, il ne travaille pas, dis-lui qu'il aille chercher sa fainéantise là ailleurs. Mais il paraît aussi que vous êtes chef d'une entreprise qui se nomme Megasoft. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui. Alors, Megasoft, c'est une histoire très intéressante parce que Megasoft naît d'un programme qu'on a commencé à l'école. Quand nous étions étudiants, lorsque nous sommes arrivés au niveau 3, Polytech avait choisi de former tous ses étudiants à l'entrepreneuriat. Donc, que les étudiants sortent avec la capacité d'entrepreneur. Et on a donc engagé un module qui s'appelait projet d'entreprise, qui concernait toutes les promotions. Et ce module, nous l'avons fait du niveau 3 au niveau 5. Projet d'entreprise. Et là-dedans, on apprenait la comptabilité, on apprenait la négociation, on apprenait la finance, on apprenait pas mal de choses d'entreprise. Peu importe ta filière. Et on avait aussi l'obligation, dans un projet d'entreprise, d'avoir un vrai projet d'entreprise. Pas seulement d'être en train de faire les cours, mais de bâtir un projet qui, à notre sortie, pouvait donner lieu à une entreprise. Oui. Et il faut le dire, nous avons fait cela. C'est l'une des choses qui m'a enlevé de l'esprit le rêve d'être employé. Parce que quand on voyait les gens de Schlumberger qui venaient recruter, nous disaient comment ça fonctionnait là-bas, je voulais bien être employé là-bas, par exemple.
Mais avec l'UE projet d'entreprise ou le module, bien que j'ai fait là-bas mon stage de 4e année, qui a d'ailleurs été très apprécié par les managers, je n'avais plus du tout le projet d'être employé. J'avais été séduit par l'idée d'être employeur. Et je me disais d'ailleurs que l'un des meilleurs moyens d'être employeur, c'était parallèlement d'être enseignant d'université. Parce que être enseignant, laisser en dehors des cours quand même un peu de temps pour pouvoir être employeur. Oui, être employeur, entrepreneur, ouais, ce que je veux dire. Donc quand on sort, c'est vrai que le projet même qu'on avait bâti à l'école, ce n'est pas celui qu'on a mis en œuvre, mais l'idée étant là, la formation étant là, on a donc pensé à mettre en œuvre un projet. C'est comme ça qu'avec l'un de mes camarades de classe et un autre ingénieur qui avait été formé au Bangladesh, nous créons en 2000. Directement 1 an après Oui, votre oui, oui, sortie. oui, oui, oui. Même moins d'1 an après la sortie, parce que c'est en début de 2000 qu'on crée Megasoft. Donc, je peux dire peut-être 6 mois après ma sortie. Et surtout qu'en l'an 2000, là, je suis allé en France pour faire mon DEA. Donc, en fait, fin 99, j'étais en France pour faire mon DEA. C'est donc de retour de France quand je finis de là pour mon DEA. DEA, c'est le diplôme d'études approfondies. Aujourd'hui, on appelle ça master de recherche. Donc, dès que je reviens de la France, là, on lance Megasoft. Donc, c'est même l'une des raisons qui fait qu'à la suite, je prends le CIMI. Parce que lorsqu'on a voulu on voulait un nouveau responsable pour le CIMI. Le responsable qui était là, je pense, souhaitait partir. Et on s'est donc dit que parmi les enseignants qui avaient le recul en termes d'entrepreneuriat et de connaissances d'entreprise, et comme j'étais déjà à Megaso depuis un certain temps, c'est ça qui fait donc que je suis indiqué pour me retrouver au CIMI ensuite pour l'IT Valor. Donc voilà comment on crée Megaso. Donc aujourd'hui, Megaso, ça fait 25 ans d'existence. Et il faut dire que dans ce parcours-là, nous avons fait énormément de choses. Comme toi-même tu l'as dit, hein, nous avons travaillé aussi bien sur les aspects techniques, technologiques, que sur les aspects même managériaux, c'est-à-dire qu'il y a des concepts, carrément des concepts de management, d'organisation que nous avons développés. Au niveau technologique, bon, déjà, il faut dire qu'est-ce que nous offrons. Enfin, un Megasoft, c'est soft, non? Bien entendu. C'est le logiciel. Le software. Mais nous faisons toute forme de services informatiques. On peut développer des sites web, monter les réseaux, faire des schémas directeurs, vraiment tout ce qui est services informatiques, on y est. Mais on fait aussi des services de gestion. On peut aider les gens à optimiser leur processus, à optimiser leur gestion. Oui, oui, tout ce qui va dans les services de gestion, on y est. On fait aussi des formations et quelquefois des études. Et donc, je dirais, dans ce parcours, nous avons fait beaucoup d'innovations. Là, vraiment, en termes d'innovation, je pense que Megasoft a été véritablement à la pointe de pas mal d'innovations et pendant longtemps. D'abord, nous avons innové au niveau technologique. Parce que je dois vous avouer que quand je suis sorti de l'école, on n'avait pas tous les outils qu'on a aujourd'hui, on n'avait pas toutes les facilités qu'on a aujourd'hui. Donc, développer une application professionnelle d'entreprise qui marche et qui marche bien dans un temps raisonnable. C'est pas évident. C'était très loin d'être évident. Très, très loin. Nos premiers développements ont été des souffrances atroces. Ça, il faut le dire. Et ça nous a poussé à créer un framework logiciel, à entendre par framework ici, comme une structure logicielle, un ensemble de briques logicielles sur lesquelles tu peux venir développer rapidement quelque chose. Ça te donne le socle de base pour développer. Donc, on a créé un framework appelé MDAL, Megasoft Data Access Library, qui apportait et continue d'ailleurs à apporter des optimisations particulières en développement. Je vous donne par exemple, je vous donne un exemple. Dans les applications standards, quand on te dit développe, tu écris le code de l'application, après tu viens faire les interfaces, non? Tu dessines, tu fais l'interface, tu lis. Mais nous, quand on a fait MDAL, on a mis l'interface de côté. C'est-à-dire qu'on s'est mis à faire du développement sans développer la moindre interface. C'est possible. Oui, puisque nous le faisons. Et nous continuons à le faire. Ouais. C'est-à-dire que le logiciel génère toute l'interface et il génère une interface appropriée pour l'utilisation. Avec plein de fonctionnalités que même celui qui vient développer une interface ne peut pas te donner. Et tu as une interface web automatique, une interface riche, client riche automatique, interface mobile automatique, interface même par message et SMS automatique.
Email, SMS, tout ça, automatique. Oh. Donc, du coup, on a bâti quelque chose nous permettant de réduire considérablement les délais de développement, mais en améliorant la qualité. Mais ça nous a permis de gagner des marchés à l'international devant des entreprises américaines, canadiennes ou d'autres entreprises d'Occident, où on lance des grands marchés dans, qu'est-ce à l'international, ça veut dire hors du Cameroun. Hein. Bien entendu. On dit, bon, on veut un développement, par exemple, au Gabon, c'était la direction générale de l'économie voulait un système pour la gestion. Puis nous arrivons. Nous sommes moins chers, mais on offre plus. Techniquement, fonctionnellement et autres. Parce qu'on s'appuie sur une innovation qui change complètement la vision même du développement. On est allé dans d'autres pays comme ça. Nous avons développé, je peux dire, l'un des systèmes de gestion de fiscalité les plus avancés au monde. Parce que même quand je vois aujourd'hui les systèmes que les Occidentaux vendent, et je vois ce que nous avons fait, je dis, bon, peut-être eux, ils utilisent leur nom, ils utilisent leur puissance, mais techniquement, nous sommes allés très loin. Très, très loin. Nous avons travaillé avec des étudiants, même de Polytech, puisqu'il dit qu'on associe aussi les étudiants, et des gens de l'Union européenne pour faire un système de suivi des camions en déplacement dans l'Union européenne. Oui, parce que quand les camionneurs se déplacent, il faut qu'après un certain nombre de temps, ils s'arrêtent pour se reposer. Sinon, ils peuvent aller faire des accidents. Et là, ça prenait des technologies très avancées parce qu'il fallait mettre des capteurs qui peuvent se rendre compte que le camion, s'il ne s'est pas arrêté depuis tel temps, et avoir des technologies pour envoyer ça dans les serveurs, pour remettre ça sur le web. Donc, sur pas mal de domaines, nous avons un ERP, un logiciel de gestion intégré, un logiciel de gestion intégré d'entreprise, que nous avons développé, qui a pas mal de modules. Je dis bien, dans la plupart des domaines de la gestion d'entreprise, nous avons des solutions que nous avons développées, mais qui s'appuient sur des innovations importantes. Et même dans le génie logiciel, parce que nous avons fait travailler, et nous-mêmes nous avons travaillé, pour développer de nouveaux concepts dans le test de logiciel, à partir de modèles mathématiques du test. C'est-à-dire qu'on a bâti des modèles mathématiques du test, et à partir de ces modèles, on a développé des outils et des techniques pour tester plus efficacement les logiciels. On a fait l'étude dans la spécification logicielle, pour ne citer que ces exemples-là. Et nous avons contribué aussi à beaucoup de travaux justement en rapport avec la douane, aux systèmes qui ont été mis en place et développés à la douane. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous restons toujours très focalisés sur l'innovation, je dirais même de rupture. Et nous restons à la pointe de ce qui arrive comme nouvelles technologies pour les intégrer dans ce que nous développons. Malheureusement, des gens, des fois, quand ils entendent qu'à Microsoft, on utilise MDAL ou on développe MDAL, ils ont l'impression que si on dit MDAL, qui est le socle de nos développements, ça veut dire qu'on ne fait rien d'autre. Mais c'est juste stupide parce qu'en fait, c'est un outil qui lui-même s'appuie sur les technologies existantes. Et chaque fois, pour lui développer de nouveaux modules, pour le mettre à la page par rapport à l'évolution technologique, qu'est-ce qu'on fait? Vous utilisez les technologies existantes. Si on doit utiliser Docker pour les déploiements, il va falloir qu'on s'adapte, qu'on fasse le nécessaire pour que les déploiements puissent être faits là-dessus. Je donne juste un exemple. Si on dit qu'on va aller vers une architecture microservice, on vient là aux choses qui sont un peu vues comme récentes. Mais on va bâtir l'approche structurelle, sauf que nous, on a toujours une approche slash, c'est-à-dire qu'on voit un problème, on ne résout pas une instance. On le plonge dans un cadre plus grand, on résout une fois la totalité. Donc, quand tu viens là, c'est une famille de solutions que tu as. Et ça fait que justement, on a souvent besoin des gens qui peuvent vraiment s'élever en abstraction pour comprendre ce qu'on veut, aller produire le type de solution qu'on va intégrer à nos outils. Donc, ça, c'est pour dire un peu ce que nous faisons. Et je peux dire, parce que vous savez qu'à une époque, il y a quand même pas mal de temps, on est dans les débuts des années 2000, 2003, les retraités camerounais avaient souvent des difficultés à avoir leur pension. Avant, là, il y avait des soucis. Il y a eu un projet de restructuration de la CNPS à l'époque. Et justement, j'avais été pris comme consultant du Bureau international du travail.
Comme je vous ai dit, j'ai été tantôt consultant à Banque mondiale. Bon, là, c'était au bureau Vous avez fait international tellement du de travail. choses. Il fallait très vite développer des applications qui devaient être utilisées pour assainir les fichiers. C'est avec ça que nous avons développé les applications. Nous avons conçu des structures de matricule pour faciliter les choses, que ce soit pour les travailleurs, que ce soit pour les employeurs. Nous avons vite mis en place certaines applications qui ont d'abord servi à l'assainissement. Après, il y a un projet qui a été donné aux Tunisiens pour développer autre chose qui allait dans un, je peux dire carrément dans un autre cadre, mais au moins ce que nous avons fait a permis d'aller vite. Donc, quand vous parlez d'impact, j'aime souvent rappeler ça en disant, mais nous avons fait un travail qui a impacté sur tous les travailleurs de la République, qui a impacté La pension sur les retraite. retraités de la République. Oui, les travaux que nous faisons, que nous avons pu faire avec, je dirais, la douane, impactent d'une certaine façon sur les finances de la République. C'est une réalité aussi. Mhm. Et bon, je peux dire aussi qu'à l'époque, j'avais même fait un livre d'informatique au programme de sixième. Ça me rappelle toujours aussi quand même aller chercher à impacter même sur les jeunes du lycée. Donc, pour dire que euh, ce que nous avons fait avec Megasoft jusqu'aujourd'hui, ça il faut le dire, nous permet d'offrir des solutions dans le domaine des logiciels de gestion parmi les plus avancés, les plus économiques et les plus rapides à mettre à disposition. Parce qu'il y a une innovation sur pas mal de segments, vraiment pas mal de segments. Et pour le moment, en termes de vision, à ce niveau, nous nous concentrons d'abord sur les améliorations technologiques qui continuent à intégrer au mieux tout ce qui est nouvelle technologie. Mhm. Absolument. Pendant que nous observons. Parce que je vous ai dit qu'il y a une observation sur 2026. Oui, 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 oui. À la fin de 2026, on sera là pour voir. Voilà, voilà, voilà. Mais entre-temps, nous travaillons. Ce n'est pas une observation dans le cas où on ne fait rien, tout au contraire. Ça, c'est par rapport à la vision. On a une vision parce qu'on avait bâti une vision sur plus de 10 ans. Hein. Donc, on a une idée de notre vision. Mais maintenant, on regarde d'abord et puis on prendra les éléments qu'il faut. Moi, je dis toujours aux gens, si vous voulez une solution de gestion rapide, bonne qualité et autres, ben venez à Megasoft. Vous allez voir. Que ce soit logiciel ou que ce soit procédure, parce qu'il ne faut pas croire que le logiciel fait tout. Des fois, juste le mode d'organisation, les procédures, les éléments d'optimisation de la qualité ou de la productivité, tout ça, ça compte. Le logiciel, c'est juste un élément qui s'insère dans un ensemble. Et nous sommes présents sur tout ça. Donc, Megasoft travaille à la fois sur le software, mais également sur les procédures. Oui, oui, absolument. Donc, vous n'êtes pas limité à l'informatique. Vous pouvez intervenir partout Oui, oui, on n'est pas limité à l'informatique, ça c'est clair. et vous développez des solutions vraiment très performantes, plus avancées que celles existantes. Sur pas mal de points. Je ne vais pas dire sur tous les points, parce que s'il y a plusieurs axes, n'est-ce pas? Sur Mhm. certains axes, quelqu'un peut te dire, ici, j'ai fait mieux que toi. Mais vraiment, sur pas mal de points. D'un point de vue technique, il y a... Et voyant ces trois domaines-là, donc d'un côté, on a votre vie d'enseignant, de l'autre, on a directeur de Polytech Valor, on a aussi Megasoft d'un autre côté. Comment est-ce que vous arrivez à articuler ces trois pans-là, ces Mais trois vous avez aspects? enlevé beaucoup de points. Oui, je sais, c'est parce Vous que vous c'est pour limitez. éviter. Oui, parce que le challenge n'est pas d'articuler trois pans. Le challenge, c'est d'articuler tous les Tout pans. ça, exactement. Je vous ai dit que je suis serviteur de Dieu et je travaille vraiment dans ce cadre-là. Je ne suis pas croyant passif. Je suis vraiment serviteur actif. Et à ce titre-là, ça me prend aussi Beaucoup de temps. du temps. Et j'ai dit que je suis agriculteur. Ça aussi, ça prend du temps. Sans J'ai dit compter que le je domaine suis médical. voilà, dans le Sans domaine compter le médical. consulting. Oui. Donc, naturellement, la question comment concilier tout ça peut toujours arriver. Je pense que la première réponse que je vais vous donner, c'est euh, comment on fait son lit, on se couche. Comment on fait son lit, on se couche. Je dis par exemple souvent aux gens que quand j'étais étudiant, j'étais plutôt paresseux, comme j'ai dit, c'est-à-dire que je ne passais pas trop de temps à l'étude ou au travail scolaire.
Mais j'avais de bonnes notes. Des fois, les gens peuvent se demander comment quelqu'un peut être paresseux et arriver à avoir de bonnes notes. Et je dis non. C'est parce que j'avais commencé depuis la troisième un entraînement spécial. C'est un entraînement que j'ai pleinement fait jusqu'en terminale et quand j'arrivais à Polytech, je surfais plutôt sur les résultats de cet entraînement. Celui qui n'a pas démarré avec un tel entraînement ne va pas essayer d'aller dans ma paresse et espérer avoir les mêmes résultats. Tu vois un peu, quand tu vois des gens très forts, très costauds là, qui se font donner des coups de poing, ils ne bougent même pas. Ils ne sentent même pas mal. Toi, essaie de te faire donner les mêmes coups de Ah poing, non. tu vas voir ce qui va t'arriver. Donc, pourquoi? Parce qu'ils se sont entraînés. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me suis entraîné depuis le lycée à un certain nombre de choses. Apprendre à résoudre rapidement les problèmes, à comprendre très rapidement comment résoudre un problème, même si je ne l'ai pas vu par le passé. Apprendre justement ces techniques que j'ai enseignées, les techniques d'apprentissage rapide, me permettant d'apprendre rapidement dans les domaines. J'ai souvent dit que j'ai l'apprentissage linéaire, c'est-à-dire que je peux lire une seule fois dans un domaine et après tu as l'impression que j'étais un expert du domaine. Parce que justement, j'ai rapidement capté les points clés, les notions essentielles. Donc du coup, c'est normal que tu puisses me voir sur plusieurs domaines. Parce que là où peut-être quelqu'un va se dire, ça va lui prendre 4-5 mois pour apprendre ça, peut-être moi en 2 semaines, je vais revenir te surprendre avec ce que je sais déjà du domaine. Donc, quand tu peux apprendre vite, quand tu peux réfléchir rapidement aux solutions, aux problèmes qui te sont posés, n'est-ce pas? Ça facilite beaucoup de choses. Ensuite, il faut déléguer. C'est clair. Tu ne peux pas tout faire. C'est-à-dire que j'ai des collaborateurs. Je ne travaille pas seul. Si tu dis que tu es en entreprise, il faut bien que tu aies tel qui s'occupe de telle chose, tel qui s'occupe de telle autre chose, non? Mais attendez, est-ce que vous vous rendez compte qu'un président de la République, par exemple, là, j'ai passé de 5 domaines. Bon, prenons un président de la République. Supposons qu'on considère qu'en fait, c'est lui le patron de tous les ministres, le vrai patron de tous les ministres. Il y a combien de ministères au Cameroun? Bon, je ne sais pas combien de ministères il y a, mais il y a plus de 60 ministres. Bon, supposons même qu'il y ait juste 40 départements ministériels. Et le chef de l'État doit faire fonctionner correctement chacun des 40 départements ministériels. Et ça ne finit pas là, parce qu'il y a des départements qui ne sont pas des ministères, mais qui sont tout aussi essentiels à la vie de l'État. On se comprend? On se comprend. Comment le chef d'État s'en sort? Il nomme les ministres. Et maintenant, lui, il gère avec. Il doit nommer, voilà, il délègue. Il doit nommer des ministres. Il faut juste qu'il s'assure des personnes qu'il nomme. Et ensuite, il doit avoir des mécanismes pour s'assurer qu'ils font bien leur travail. N'est-ce pas? C'est tout. C'est pareil. Je dois pouvoir dire, je délègue. Et je dois avoir des mécanismes pour faire le reste. C'est juste que la délégation, des fois, chez nous, je veux dire, quand tu n'es pas à la tête d'une grosse boîte, d'un très grand compte qui a souvent des moyens assez costauds, la délégation n'est pas toujours très facile. Parce que, comme je te l'ai dit, tu vas recruter des gens très bons, tu ne vas pas les garder. Moi, j'ai recruté un ingénieur à l'époque, à qui je payais un salaire que je pense quand même qui était assez élevé pour l'époque. Disons, si je payais à un ingénieur. Mais l'ingénieur a choisi d'aller travailler dans un grand compte qui lui payait un salaire plus bas. En disant, oui, là-bas, j'ai un profil de carrière. Bon, toi, tu es un PM, tu peux disparaître du jour au lendemain. À tout moment. On ne sait jamais. Mais l'autre, c'est un grand compte bien établi. Dès que je suis là-bas, j'ai un profil de carrière. Et puis, les banques vont plus facilement me prêter de l'argent. Et puis, tu vois ça? Donc, on n'a pas les mêmes facilités dès qu'on va sur le marché de la délégation en fonction de où on est. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui complique certaines choses. Mais la réalité, c'est aussi simple. Vous savez, il y a un moment où un journaliste avait écrit un article lors du premier mandat du président Trump, où il appelait Trump cancre. Parce qu'il disait que là, finalement, on se rend compte que la société est gouvernée par les cancres. C'est ceux qui étaient les derniers à l'école qui sont maintenant les patrons dans la société. Et moi, j'ai écrit un article pour lui répondre à ce journaliste, en disant, en fait, il y a quelque chose que toi, tu n'as pas compris. Les gens qui étaient souvent bons à l'école ont souvent eu le défaut de développer simplement ce qu'on appelle le savoir-faire. Ils savent faire. Tant que c'est eux-mêmes qui font, ils le font. Ils font même bien. D'accord?
imagine que tu sois devant un chantier qui demande 10 hommes qui doivent travailler pendant un mois. 10 hommes qui travaillent bien pour rendre le résultat. Tu es très fort. Tu es capable de faire le travail de 2 hommes et demi toi seul. Tu t'en vas faire ça seul. Après un mois, tu auras produit le travail de 2 hommes et demi. C'est tout. Prenons maintenant un gars qui lui-même, il sait qu'il était bête. Il n'est pas très fort. Il sait que même le travail d'un homme, il n'est pas capable de faire. Donc, comme il sait ça, il s'en va chercher 10 hommes qui savent faire. Et lui, il leur fait faire. Comparons tous les deux à la fin du mois. À la fin du mois, lui, il a produit le travail de 10 hommes. Toi, tu as produit le travail de 2 hommes. Qui est le meilleur? C'est forcément lui. Beaucoup de gens qui, dans la jeunesse, se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas le savoir-faire. Ils ont développé le savoir-faire. Apprendre à donner à une autre personne qu'il fasse et t'assurer qu'il sait bien et le suivre. Les autres ont eu le réflexe que dès que quelqu'un ne fait pas bien, je reprends. Et je finis par dire, ce n'est bien fait que quand c'est moi qui fais. Donc c'est moi qui vais faire. C'est pour ça que beaucoup de gens qui ont le savoir-faire sont de très mauvais managers. Parce qu'ils n'arrivent pas à faire. Et du coup, ils sont des goulots d'étranglement. Il faut apprendre, développer, savoir faire. C'est comme ça que tu vas t'en sortir. C'est le premier repère. Mais au-delà de ça, ça c'est le repère générique. Mais mon repère particulier, qui à mes yeux a plus de valeur même que ce repère générique que je donne. Je repose sur Dieu. Dieu est ma force. C'est lui qui me donne la capacité dans tout ce que j'ai à faire. Quand j'étais étudiant, je vous ai dit que j'étais paresseux, mais j'étais aussi maladif. C'est-à-dire que j'ai passé presque toutes mes études dans la maladie. Les gens auraient du mal à l'imaginer. Mais ça me permet souvent de mieux apprécier le verset de la Bible où Dieu dit à l'apôtre, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Parce que dans la maladie dans laquelle j'étais, ça ne m'a pas empêché de réussir. Parce que Dieu me donnait la force. Quand je devais faire le bac, je suis tombé malade avant le bac. La maladie s'est arrêtée, j'ai fait le bac. Juste après le bac, j'ai été hospitalisé. Donc, je considère que dans tout ce que j'accomplis, il y a la puissance de Dieu qui me soutient, qui me permet d'être là et d'avancer. Je lui rends gloire, je lui rends grâce, que l'honneur soit à lui. Parce que je pense que s'il n'était pas là, je ne serais même pas aujourd'hui en train de vous parler. J'ai fait 9 accidents de la route, dont 2 avec ton nom, où la voiture s'arrête avec les 4 roues en l'air. Vous imaginez que j'ai eu plusieurs fois. Je suis l'occasion de ne pas être ici en train de vous parler. C'est pour ça que je dis simplement que je préfère dire que au-delà de tout, la force vient de Dieu. C'est ça la réalité. Après, il faut savoir s'organiser. Parce qu'il y a des gens qui vont dire j'attends de Dieu, mais ils croient que quand ils attendent de Dieu, ils doivent être dans la fainéantise. Non, Dieu ne nous a jamais demandé d'être fainéants. Je rappelle que le 4e commandement du jour de repos dont j'ai parlé tout à l'heure, voici ce que dit le commandement au début. Tu travailleras 6 jours. Tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu travailleras combien de jours? 6 jours. Donc Dieu n'avait pas prévu qu'on travaille juste 5 jours sur cette terre. 6 jours. Donc quand quelqu'un vient vous dire que parce qu'il est croyant, il est fainéant, il ne travaille pas, dis-lui qu'il aille chercher sa fainéantise là ailleurs. Parce que c'est depuis la Genèse que Dieu a dit tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. On a dit à la Bible que celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Donc des gens qui choisissent d'être fainéants et disent que c'est au nom de la foi, c'est faux. Il faut se reposer sur Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres que tu ne maîtrises pas. Si tu veux aller seul, tu ne vas pas y arriver. C'est lui qui te donne la force et l'énergie. Mais après, fais ta part. Fais ce qui revient à toi de faire. Forme-toi. Moïse qui a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, il est dit dans la Bible qu'il a été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens. Je vous rappelle qu'il a été élevé à la cour de Pharaon. Donc quand quelqu'un a été élevé dans la cour du roi, et on dit dans toute la sagesse des Égyptiens, vous imaginez qu'il était bête? Pas du tout. Qu'il n'avait pas de savoir? Pas du tout. Même Dieu prépare les gens aux missions qu'ils doivent accomplir, en leur donnant même des fois sans qu'ils s'en rendent compte la formation appropriée à ces missions-là. C'est pour ça que je vous ai dit que l'éducation est la clé. Après, ne soyez pas fainéants. Soyez disciplinés
La discipline est essentielle, vraiment essentielle. Si vous n'êtes pas discipliné, oh, justement, vous irez dans tous les sens, vous allez mal faire les choses parce que vous n'êtes pas discipliné. Par exemple, moi, tu ne vas jamais me voir faire un débat sur qui est le meilleur joueur de football en Afrique. Parce que avant de démarrer le débat, je vais dire, à la fin là, quel est l'input? Qu'est-ce que ça aura apporté de mieux dans ma vie ou dans celle d'un autre d'avoir déterminé qui est le meilleur footballeur africain? Vous pouvez trouver l'input, ce que ça aura apporté de bon. Dans la ligne de mes objectifs là, ça aide à atteindre quel objectif? Aucun. Aucun. Je suis ça. Dès que tu vas venir avec ça, je vais te dire que bon, on va débattre avec d'autres personnes. Je n'ai pas le temps pour ça. Donc, on va éliminer toutes ces activités qui n'apportent rien dans le schéma de vos objectifs. Les débats qu'on fait pour le plaisir d'avoir raison. Tu débats. Pourquoi tu débats? C'est pas que tu veux te vanter d'avoir eu raison. Et puis quoi? Je peux te dire que bon, si tu veux, tu penses, tu as raison, pas. J'ai mieux à faire de mon temps. Il faut apprendre à valoriser ton temps. Il faut apprendre à te reposer parce que le repos est utile même pour la production. Il faut apprendre à être discipliné. Ça, ce sont les bases. Après, tu te donnes les outils pour être productif. Si quelque chose te prend trop de temps, réfléchis à comment faire pour que ça ne te prenne pas trop de temps. C'est ça qu'on appelle avoir les outils pour être productif. Hein. Il y a des activités que je menais en 30 minutes. C'est pour ça que même que MDAL est né. Parce qu'il nous a permis de faire passer des activités qu'on faisait en 1 heure pour les faire en 5 minutes. Oui. Dès que tu fais chose, tu te rends compte que ça te prend trop de temps. Réfléchis à comment... Ne répète pas toujours la même chose dans le même temps. Ce n'est pas efficace. Pose-toi la question, comment je pourrais faire que demain, ça me prenne beaucoup moins de temps, même si c'est moi qui vais faire. Il y a tout un concept que nous avons inventé là-dessus, le concept établi, qui définit la logique dans laquelle on doit apprécier la réalisation d'une tâche et sur lequel nous formons. Établi, c'est un sigle. Hein. E, ça veut dire l'élimination. Quand la tâche est arrivée, comment faire que ça ne revienne même plus un jour, si c'est un problème? Comment faire que ce problème ne se pose même plus jamais? Et non pas seulement passer le temps à le résoudre. T, c'est le transfert. Comment apprendre à transférer le problème à d'autres pour ne pas passer le temps à le résoudre toi-même? A, c'est l'automatisation. C'est là que les ingénieurs interviennent. Comment faire que la machine, que le logiciel fasse à ta place? P, c'est la productivité. Comment t'organiser pour être plus efficace? Pour, même si c'est toi qui vas faire, avoir des techniques, des astuces qui font faire en moins de temps. R, c'est le regroupement. Parce que souvent, on faisait les choses une à une. C'est beaucoup plus coûteux que quand tu les mets ensemble et tu fais une fois. Et I, c'est l'instant. C'est quand tu fais les choses justement une à une sans trop réfléchir. Notre recommandation, c'est que c'est justement l'ordre établi. Quand tu es sur une tâche, essaie de mener la réflexion future en partant du E. Quand tu es au I là, ça veut dire que tu n'as rien fait de bon. Tu n'as pas pu développer quelque chose de bon. Il faut que tu réfléchisses. C'est toute une démarche, c'est toute une logique. Tu peux te mettre dans cette logique. Il y a beaucoup de choses que tu sauras faire. Et toujours prendre le soutien chez Dieu. Tout ce que je dis là n'exclut pas le soutien de Dieu. C'est la base, c'est la racine. Voilà. D'accord. Merci, professeur, pour avoir répondu à nos questions. Mais essayons de conclure avec une petite question un peu hors contexte. Bon, quel est votre plat favori? Est-ce que vous en avez même? Est-ce que vous avez un plat favori? Un mec. J'avoue que je ne saurais répondre à cette question. Moi-même, je me la suis pas posée. Vous n'avez pas un mec que vous pouvez manger tous les jours sans vous fatiguer? Non, dès que je commence à manger 3 jours là, je vais me fâcher. Je vais dire, je travaille pourquoi? Si c'est pour manger la même chose tous les jours, il faut qu'on me donne autre chose à manger. Ok. J'ai beaucoup de mecs que j'aime. La notion de favori là, c'est un peu délicat. Ah, d'accord, d'accord. Ok. Donc, nous allons alors poursuivre l'entretien à Megasoft. Mhm. D'accord. Merci encore pour le temps accordé à IT Community. Ok, merci. Merci pour